Au sommaire de cette édition, réunie en séance plénière ce matin, l'Assemblée législative de transition a examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi portant liberté d'association au Burkina Faso. Les 67 votants du jour ont tous voté pour l'adoption de ce projet de loi à suivre dans ce journal. Et puis le comité de suivi du Hadj a adressé le bilan du Hadj 2025. Un bilan jugé satisfaisant car le Hadj s'est bien déroulé sur les plans tant organisationnels que matériels. La conférence de presse du comité de suivi du Hadj à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. L'Assemblée législative de transition a adopté ce matin à l'unanimité la nouvelle loi sur la liberté d'association, d'autant que cette loi recadre le milieu associatif et interdit aux ministres, présidents d'institutions, chefs de circonscription administrative et élus d'être membres dirigeants d'associations. C'est un peu plus avec notre reporter qui était sur place ce matin, Yacouba Kemtoye. 67. Adopté. À l'hémicycle ce 17 juillet 2025, les députés donnent le bâton au gouvernement pour assainir le milieu associatif. Ils adoptent la loi sur la liberté d'association avec 67 voix sur 67. Cette loi sur la liberté d'association vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle va permettre aussi au gouvernement d'encadrer le milieu et de générer plus de 2 milliards de francs CFA au budget de l'État. Les députés viennent d'adopter la loi portant liberté d'association et cela démontre qu'ils sont d'avis avec le gouvernement que cette loi va permettre d'avoir une cartographie réelle des associations et des ONG qui interviennent au Burkina Faso, qu'elle va permettre de lutter contre les questions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui pourraient passer par ces associations et qu'elles permettront dans l'ensemble de renforcer le dispositif de surveillance et de suivi de ces associations qui sont sur le terrain et qui sont très nombreuses. La nouvelle loi portant liberté d'association comporte 87 articles répartis en 7 titres. Elle interdit aux ministres, présidents d'institutions, chefs de circonscription et présidents de conseils de collectivités territoriales en fonction d'être membres dirigeants d'associations. Ce texte permet des interdictions, par exemple, faites aux ministres, aux présidents d'institutions, aux chefs de circonscription administrative et même aux élus d'être membres des organes dirigeants d'une association. Ce texte fait une définition claire entre les organismes associatifs que nous connaissons et les organismes à but politique et commercial qui sont déjà régis par d'autres textes. En termes d'innovation, on peut citer aussi, en ce qui concerne les syndicats, qu'une innovation permet au gouvernement, pour garantir la sécurité nationale, pour garantir, on va dire, la continuité des services essentiels, qu'un certain nombre de corps de métier puissent se voir leur liberté syndicale être restreinte, bien sûr en contrepartie de d'autres mécanismes, pour permettre au pays de fonctionner normalement. La loi oblige les associations étrangères à désigner un représentant au niveau national et interdit qu'une même personne soit à la tête de 2 associations. Le gouvernement donne 1 an aux associations et ONG pour se conformer à la réglementation en vigueur. Le projet de loi avait été adopté en Conseil des ministres du 18 décembre 2024. Dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI, approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Ce sont là les grandes lignes du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au retour justement sur ces grandes décisions avec Salif Sanviti.
Concernant le département de l'administration territoriale, le Conseil a adopté un projet de loi portant dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le ministre d'État Émile Zerbo, cette décision a été prise dans le cadre de la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles engagées dans le but de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État. Il a ajouté l'incohérence de cette institution avec les dispositions de la charte de la transition et son caractère budgétivore. Désormais, ces attributions sont reversées au ministère. Au compte du ministère en charge de l'enseignement supérieur, le Conseil a adopté 10 décrets portant approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Selon le professeur Adjima Tombiano, ministre de l'enseignement supérieur, la relecture de ces statuts s'imposait à la suite de la 25e session annuelle de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Cela recommandait une relecture de textes organisationnels, notamment la prise en compte des bureaux comptables matières principaux. En termes d'innovation, le ministre cite entre autres la création d'un BCPM au sein de chaque institution d'enseignement supérieur, la fixation du nombre des administrateurs du conseil d'administration à 15 pour toutes les institutions et la prise en compte de la professionnalisation et de l'entrepreneuriat dans les programmes intégrés de formation, entre autres. Après le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Samba, située donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, où le drapeau de l'AES flotte désormais. Après avoir fait le tour des arrondissements de Ouagadougou et de 5 communes rurales de la province du Kadiogo, Frédéric Kaboré, surnommé le cycliste de l'AES, a remis le samedi dernier le drapeau de l'AES à la commune rurale de Samba. Une remise qui marque justement la fin d'une tournée dans les collectivités de la province du Kadiogo. Et c'est un reportage signé Daouda Yamego. Les communes de Koubri, comme Silga, Tangendasouri, comme Kiipala, Pabré et désormais Samba ont reçu des mains du cycliste de l'AES, Frédéric Kaboré, le drapeau de l'Alliance. Pour lui, l'AES est comme un nouveau-né dont il faut prendre soin, d'où ses tournées dans les différents arrondissements de Ouagadougou et les communes pour remettre le drapeau. L'idée de faire le tour des 6 communes, voilà, puis j'ai premièrement fait le tour des 12 arrondissements et pour présenter le drapeau de l'AES aux populations et remettre le drapeau de l'AES à chaque PDS des arrondissements. Donc quand je suis revenu du Ghana, je suis parti au Ghana, après ça je suis revenu, j'ai continué pour faire les 6 communes, pour présenter de même le drapeau de l'AES à la population des communes et aussi remettre le drapeau de l'AES à chaque PDS de la commune pour qu'il présente à sa population. Selon Frédéric Kaboré, cette tournée vise également à hisser haut le drapeau de l'unité entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, afin que le monde, y compris les forces impérialistes, prennent conscience du changement. C'est nous, la jeunesse, qui devrons faire rayonner, qui devront faire sortir l'image de l'AES pour que l'ennemi qui ne veut pas qu'il soit très haut, il le voit en tout cas très haut, qu'il ne croit pas. Le président de la délégation spéciale de la commune de Samba, Atanas Tombiano, a salué l'initiative du cycliste. Il a reçu le drapeau en présence du chef de Samba, Nabakwanga. Frédéric Kaboré, surnommé le cycliste de l'AES, a réaffirmé son engagement à poursuivre sa tournée pour porter haut les couleurs de l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger auprès des populations. Des champs agricoles pour les soldats et détenus du Goro. En effet, le 22e régiment d'infanterie commando de Gawa et la maison d'arrêt et de correction de Diebougou dans la région du Goro ont bénéficié chacun d'un aménagement de superficie agricole dans le cadre de l'initiative présidentielle pour évaluer l'exploitation de ces sites. Une mission de suivi organisée donc par
par le BNGPB en collaboration avec le génie militaire et l'administration pénitentiaire. Nous restons justement avec vous, Daouda Yamugo. La visite a débuté à Gawa, chef-lieu de la région du Gyoro, où un périmètre agricole de 4 hectares a été aménagé au profit du 22e régiment d'infanterie commando. Sur ce site, plusieurs spéculations sont cultivées, notamment la tomate, l'oseille, le concombre, l'aubergine, le maïs et bien d'autres. Ce site aménagé bénéficie d'un château d'eau. Nous avons bénéficié d'un aménagement de 4 hectares. Donc, les travaux sont finis, bon, presque finis, je vais dire. Mais nous n'avons pas attendu de tout réceptionner avant de commencer. Nous avons pu faire quelques spéculations. Autre lieu, même réalité, maison d'arrêt et de correction de Diebougou. Ici aussi, des parcelles agricoles ont été mises en valeur grâce à l'initiative présidentielle. Les détenus, sous la supervision du personnel pénitentiaire, participent activement à la culture maraîchère et céréalière, une activité qui leur permet non seulement de se nourrir de façon équilibrée, mais aussi de s'inscrire dans une démarche de réinsertion sociale. Là, la tomate emblavée pour 2 hectares, on se retrouve avec 36 tonnes. Ça, il faut le dire franchement. Maintenant, pour la chou, on se retrouve avec les choux, on se retrouve avec un résultat de 18 tonnes. La laitue avec une demi-tonne. On l'exploite en 2 phases. Pendant la campagne sèche, on essaie quand même de mettre en pratique la masculture. La saison passée, on a pu mettre en emblave quelques spéculations en termes de tomates, en termes de choux et de la laitue. Et au résultat, on dirait que ça a été assez satisfaisant. Les premiers responsables des 2 institutions ont salué la pertinence de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Pour eux, c'est une action qui permet aux casernes ou aux maisons d'arrêt et de correction de participer autrement à la vie de la nation, mais aussi et surtout de subvenir à leurs besoins en alimentation. Vous êtes sans ignorer que nous avons une cuisine ici à l'intérieur de la caserne. Voilà, donc il y a une grande partie qui a été utilisée au niveau de la cuisine pour nourrir les soldats. Aussi une partie que nous avons pu vendre à la population pour faute de conservation. Nous n'avons pas les moyens pour conserver, donc on était obligé de céder une partie à la population. Les spéculations récoltées, je pense que c'est quand vous lisez un peu notre réglementation, il y a une clé de répartition qu'il faut appliquer. Et ça, on l'a appliqué. Il y a une partie qui doit revenir pour la consommation des détenus et une partie qui doit retenir pour être vendue. Et ça a été appliqué selon cette réglementation. Et qu'à l'écoulement, on n'a pas eu de soucis avec, on a démarché un peu avec les vendeuses de localités qui ne sont pas loin d'ici pour arriver à écouler quand même ce qu'on a pu produire. Et les fonds récoltés aussi sont un peu répartis selon une clé. Il y a 75% de ce montant qui est versé dans un compte appelé compte pénitentiaire. Et c'est 75% en tout cas chaque fois que c'est vendu, c'est un peu versé dans ce compte. Maintenant, les 25% sont destinés pour les différents acteurs. Cette tournée du Bureau national des grands projets a permis de constater de visu les retombées positives de l'initiative présidentielle pour la production agricole. La mission se poursuit à Banfora, Baporo, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Eh bien, l'actualité de ce 17 juillet 2025 est également marquée par la fondation Jacques Okoué qui contribue au reboisement au Burkina Faso. La fondation, en collaboration avec l'association Afrique en Symbiose, a augmenté le nombre de plants au parc urbain à Banglogo. Les précisions avec notre reporter Germaine Farama. C'est une cinquantaine de pieds d'arbres à saucisses, appelés scientifiquement Kigelia africana, que la Fondation Jacques Okoué pour la bonne gouvernance en Afrique a mis en terre au parc urbain Bangloego. Avec l'aide des professionnels de l'environnement, ces femmes, hommes et chefs traditionnels sur place
ont chacun contribué à reverdir et augmenter les variétés d'espèces végétales au parc. Le parc urbain de Bangarogo, vous savez, a déjà une certaine, évidemment, expertise en matière de culture et surtout d'entretien d'arbres, notamment d'arbres médicinaux, c'est-à-dire qui font partie de la pharmacopée. Et donc, il y a d'abord ce premier élément du choix de Bangarogo. Il y a aussi des raisons liées aux gains économiques en termes de temps, en termes d'énergie, en termes aussi de coûts d'argent. Bangarogo, c'est quand même un parc forestier urbain. C'est quand même beaucoup plus proche de venir ici, évidemment, de réaliser cet événement-là, qui fait partie d'ailleurs d'un des programmes de la Fondation Jacques Okoué. Pour cette plantation d'arbres de la Fondation Jacques Okoué, l'association Afrique en Symbiose s'est jointe pour, dit-elle, répondre à l'appel du chef de l'État. Nous avons initié cette séance de reboisement pour respecter vraiment la nature, pour respecter vraiment l'appel du chef de l'État, dans l'appel en disant 1 heure pour 5 millions d'arbres. Le choix de l'espèce végétale mise en terre s'est fait en collaboration avec les forestiers pour mieux prendre en compte les recommandations du président du Faso pour les reboisements. Vraiment merci à la Fondation Jacques Okoué pour avoir choisi le parc Bangarogo pour cette activité. Et par rapport à l'espèce qu'on vient de mettre en terre, c'est le Kigelia africana. Voilà, c'est une espèce vraiment qui a beaucoup de vertus sur le plan médicinal. Voilà. Et comme vous le savez, les plus hautes autorités cette année ont exigé que tous les reboisements se concentrent vraiment sur les espèces médicinales. Cette cérémonie de reboisement de la Fondation Jacques Okoué pour la bonne gouvernance en Afrique s'est tenue au moment où se tient également la Journée internationale de l'arbre au parc urbain Bangarogo. Religion à présent, et nous parlons du Hajj 2025 qui s'est globalement bien déroulé, tant sur le plan organisationnel que matériel. En tout cas, c'est ce qui ressort de la déclaration à Ouagadougou du comité de suivi du Hajj à l'occasion donc de la présentation du bilan de l'édition 2025. Une tribune au cours de laquelle le comité a exprimé sa reconnaissance à la FAIB et au gouvernement pour leur engagement constant qui a grandement contribué à la réussite du 5e pilier de l'islam. On fait le point avec notre reporter Sidiki Kabi. Selon le comité, le Hajj 2025 a été marqué par une nette amélioration des conditions de séjour et de l'accomplissement des rites. Le transport, la restauration ainsi que l'encadrement des pèlerins ont été planifiés et exécutés. Cette rigueur dans l'organisation a permis de répondre aux attentes des fidèles musulmans. L'accent a été mis sur la lutte contre les pèlerinages clandestins et les nouvelles mesures sanitaires édictées par les autorités saoudiennes. En terre saoudienne, des efforts ont également été consentis pour la couverture sanitaire des Hajj, notamment l'acquisition de 2 ambulances neuves et équipées et l'ouverture d'une clinique conforme aux normes saoudiennes. Pour ce qui est de l'hébergement à la Mecque, il faut noter que sur la base des contrats de logement signés par les agences de voyage et de tourisme, les pèlerins burkinabés ont été logés dans 24 hôtels. Les distances entre ces logements et les harams dans la mosquée sainte variaient de moins d'1 kilomètre à 3,4 km. Par ailleurs, la restauration du pèlerin à la Mecque ne faisait pas partie du coût du Hajj. Quant à l'étape de Mina Arafat, nous pouvons dire que les conditions générales de séjour se sont améliorées par rapport à l'édition précédente. Cependant, un retard dans les services du repas a été constaté le 6 juin 2025 sur l'un des 2 sites d'accueil des pèlerins burkinabés. Une réunion d'interpellation a permis de corriger l'insuffisance constatée et d'améliorer les services offerts aux pèlerins. Mesdames et messieurs les journalistes,
Dans l'ensemble, le HAC 2025 s'est bien déroulé avec une amélioration des conditions de séjour et d'accomplissement des différents rites de Hajj. Au-delà des acquis, l'édition 2025 a également été marquée par plusieurs innovations, dont le partenariat avec Air Burkina pour assurer le transport des pèlerins. La compagnie burkinabé et ses partenaires ont assuré 23 vols allés et 23 vols retour. Les vols allés ont eu lieu entre le 16 et le 27 mai 2025 et les vols retour du 17 juin au 3 juillet 2025. Pour cette édition de HAC 2025, la compagnie nationale Air Burkina a été le transporteur officiel. Avec son partenaire Ethiopian Airlines, ils ont bien assuré leur mission. En effet, le programme établi a été respecté et aucun retard significatif n'a été constaté ni à l'aller ni au retour. Au nombre des acquis engrangés, nous pouvons notamment citer la concertation permanente avec les agents de voyage et les autres acteurs de l'organisation du Hajj, la mise en place d'une clinique médicale pour la prise en charge des pèlerins burkinabés, l'acquisition de 2 ambulances neuves et d'un véhicule utilitaire, la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l'étape de Mina Arafat, le choix de 2 muassasa, c'est-à-dire des prestataires de premier degré pour la gestion des pèlerins, le respect du calendrier organisationnel du HAC 2025, le respect des programmes de vol aller-retour par le transporteur aérien, l'amélioration de la qualité de traitement des passagers et de leurs bagages. La FAIB, par la voix de El Hadj Aboubakar Yougo, a félicité le comité. Au total, 8143 pèlerins burkinabés ont été enregistrés, repartis entre 113 agences de voyage et de tourisme. Cependant, le Burkina Faso a déploré le décès de 8 pèlerins au cours du séjour. Par ailleurs, 2 pèlerins demeurent encore en soins médicaux en Arabie Saoudite. Dans un communiqué rendu public ce matin, l'international burkinabé Alain Sibiri Traoré annonce la fin de sa carrière de footballeur après 20 années de compétition. Alain Sibiri Traoré a marqué le football burkinabé de son empreinte, notamment de son pied gauche magique. Avec 21 buts en 65 sélections, Alain Sibiri Traoré a émerveillé le public sportif burkinabé, notamment lors de l'épopée de 2013 en Afrique du Sud où les étalons ont été vice-champions et en 2017 avec la médaille de bronze. Il a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de toutes ces personnes publiques ou discrètes qui ont contribué à façonner l'homme et le sportif. Le coach Oscar Barro, le coach Piuru Webwanga, le coach Paulo Duarte, le coach Paul Put, le coach Feu Drissa Malo, dit saboteur, le coach Kamou Malo, l'ex-président de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major Sita Sangaré, et l'ex-ministre des Sports et des Loisirs, le colonel-major Jean-Pierre Palma. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, chaque personne qui réussit aujourd'hui était autrefois un perdant qui n'a jamais abandonné. Abandonner ses rêves, ce n'est pas une option, alors n'abandonne pas tes rêves et ne te décourage surtout pas, car la réussite est bien souvent le résultat d'une succession d'échecs. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.